Alors, bonjour tout le monde. Merci, Jonathan, pour la présentation. Je vous souhaite la bienvenue dans notre salle de conférence virtuelle. C'est pour Mon Réseau Plus un deuxième webinaire après celui qu'on a tenu en mai dernier qui parlait davantage de l'encadrement de la profession. C'est notre deuxième d'une série de 5. Comme nous avons eu d'excellents commentaires lors de notre première expérience qui a eu lieu en mai, on est convaincu que les 5 activités vont avoir lieu et nous espérons que celle-ci qui aborde la comptabilité professionnelle va avoir d'aussi bons commentaires et que vous allez apprécier votre expérience. Donc, je fais un bref retour sur les questions que vous pouvez poser. Vous êtes invité à les poser tout au long de la présentation. Par contre, l'animatrice va y répondre seulement à la fin pour éviter de répondre aux questions auxquelles on aura des réponses là, déjà dans la présentation initiale. Donc, la présentatrice, il s'agit de Madame Diane Fortin, qui est CPA auditrice, ainsi que CA pour le cabinet FBL. FBL qui est le cabinet de comptabilité qui s'occupe de la comptabilité de l'association Mon Réseau Plus. C'est un important cabinet de comptable professionnel agréé qui a été fondé en 1981. C'est 200 employés et une quinzaine d'associés qui font partie de l'équipe de FBL et qui sont répartis dans 6 places d'affaires. L'entreprise est membre du réseau international Russell Bedford et leurs spécialisations sont la comptabilité, la certification, la fiscalité d'entreprise et personnelle, l'évaluation d'entreprise et l'incorporation des professionnels, entre autres en fait, pour ne nommer que ceux-ci. Donc sur ce, je cède la parole à la présentatrice Diane Fortin et je vous souhaite une bonne présentation à tous. Merci. Merci beaucoup, Étienne et Jonathan. J'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec vous pour la prochaine heure. Lors de ce webinaire, je tenterai de vous informer le plus justement possible sur des sujets pour lesquels nous recevons beaucoup de questions, en espérant que ces sujets sauront également vous intéresser. Nous traitons donc au cours des prochaines minutes du statut d'emploi, des types d'entreprises, de l'incorporation, de l'inscription au registraire des entreprises, de la fin d'année, de l'inscription à la TPS et la TVQ, de la production des déclarations d'impôts, le versement d'acomptes provisionnels, la conservation des documents et, tel que mentionné, nous aurons une période de questions à la fin. Donc, commençons avec le statut d'emploi. L'enjeu est de déterminer si vous êtes un salarié ou un travailleur autonome. Beaucoup de massothérapeutes pensent à tort que le fait de travailler pour plus d'une clinique ou plus d'un spa font d'eux des travailleurs autonomes. Il est faux de penser ainsi. Pour déterminer le statut d'emploi, il faut regarder plusieurs critères et les analyser dans leur ensemble. Est-ce que plus de réponses penchent vers le côté statut d'emploi ou plus de réponses penchent vers le statut de travailleur autonome? Aucun des critères de décision ne peut être considéré seul. Il faut regarder l'ensemble. Aussi, plusieurs spécialistes peuvent analyser votre cas et arriver à des conclusions différentes. Il ne s'agit pas d'une science exacte, mais d'une évaluation des faits. Donc, commençons avec ces critères. Le premier, c'est le lien de subordination. Y a-t-il une relation de subordination entre les parties? Pour nous aider à déterminer s'il y a subordination ou non, il faut encore une fois regarder une série de facteurs. Le premier, qui détermine l'horaire de travail? Est-ce vous-même ou un patron? Qui détermine les méthodes de travail? Est-ce que vous utilisez vos propres méthodes, votre protocole ou on vous l'impose? Qui prend les risques? Qui signe le bail? Qui trouve les clients? Est-ce votre patron ou est-ce vous? Mais attention, le fait qu'un client vous demande parce qu'il a apprécié votre travail la dernière fois ne veut pas dire qu'il s'agit de votre client. Il faut regarder qui a fait les efforts la première fois pour l'amener dans la clinique. Qui fait la publicité? Vous ou votre patron? Le deuxième critère de décision, c'est la possibilité de profit ou perte. Est-ce que votre salaire est assuré? Quel que soit le nombre de clients, est-ce que vous avez un montant fixe par semaine ou, à tout le moins, est-ce que vous avez un minimum d'heures assurées par semaine?
Donc, si vous répondez oui, vous risquez d'être un employé. Qui rembourse en cas d'insatisfaction? Qui sera responsable si le client n'est pas satisfait? Qui fera face? Qui négociera avec lui un remboursement ou une diminution du prix? Qui déterminera le prix de la prestation? Aussi, qui conservera l'excédent si beaucoup de clients se présentent? Donc, qui conservera les profits? Encore une fois, faites attention. Le partage des profits ne signifie pas que vous êtes travailleur autonome. Vous pouvez partager dans les profits à titre d'employé, mais rarement les employés vont partager dans les pertes. Donc, un autre critère, qui a la propriété des équipements nécessaires pour effectuer le travail? Donc, qui fournit les produits, les huiles, la literie, les tables, chaises, musique, etc. Aussi, les services rendus, est-ce qu'ils font partie de vos activités habituelles? Par exemple, si vous donnez des services à un seul endroit, donc il s'agit pour vous de votre activité habituelle, vous êtes un salarié. Ou encore, si vous offrez vos services à plusieurs spas aux clients, vous pourriez être un travailleur autonome. Est-ce que le contrat prend fin une fois la tâche accomplie? Donc, on vous appelle pour un massage. Une fois le massage terminé, votre contrat est terminé. Vous semblez ici être un travailleur autonome. Autre critère de décision, l'assumation du risque de poursuite. Donc, qui prend l'assurance responsabilité? Donc, beaucoup de critères de décision, il faut, dans tous les cas, considérer l'ensemble de ces facteurs. Et c'est toujours une analyse cas par cas. Regardez s'il y a plus d'arguments pour salariés ou encore du côté de travailleurs autonomes. Par exemple, si vous travaillez pour plusieurs spas, on vous appelle seulement au besoin. On ne vous garantit pas d'heure minimum. Vous avez votre propre assurance responsabilité. Vous pourriez être considéré comme travailleur autonome. Si, au contraire, vous avez un minimum d'heures garanties, vous travaillez pour un seul spa ou deux, vous ne fournissez pas de matériel, ne courez pas après les clients, n'avez pas à partager le risque de perte, vous êtes sans doute un salarié. Il est important de savoir que les gouvernements font davantage opter pour un statut de salarié. Il faut faire la démonstration contraire pour déterminer que vous êtes un travailleur autonome. La raison est simple. Un travailleur autonome a droit à plus de déductions et donc moins d'impôts à payer et donc moins de revenus pour les gouvernements. C'est simple. Le deuxième point abordé, le type d'entreprise. Donc, la première entreprise, l'entreprise individuelle. Il s'agit de la forme la plus simple. Donc, avec tous les critères au point 1, vous avez déterminé que vous êtes travailleur autonome, vous êtes propriétaire unique. Sans vous incorporer, vous avez une entreprise individuelle. Premier type. Deuxième type, société de personnes. Il s'agit d'une entente conclue entre deux personnes ou plus, ce qu'on en appelle des associés. Donc, chaque associé doit déclarer personnellement sa part respective des revenus nets de la société et payer les impôts qui en découlent. Donc, il s'agit d'une entente entre des associés pour partager les risques d'affaires. On peut partager selon différentes formules de partage entre les associés. Ce type d'entreprise est peu répandu dans le monde médical, car il faut une très grande confiance entre les associés, car chacun est responsable de ses actes et des actes des autres également. Par contre, on peut retrouver un type d'entreprise mitoyenne, soit la société de dépenses. Donc, chacun conserve ses propres revenus, mais tous partagent dans les dépenses selon l'entente signée entre les parties. Cette forme permet de se regrouper sans partager toute la responsabilité des actes des autres. On peut partager dans les dépenses, mais non dans les revenus, ni dans les risques et responsabilités professionnelles. Et la dernière, la société par action, que l'on appelle aussi compagnie. Donc, il s'agit d'une entité juridique complètement distincte. Cette même entité est propriétaire des biens. Cette entité paie des impôts, fait des états financiers qui lui sont propres, et ces états financiers n'incluent pas les autres revenus des actionnaires. Cette société ou entité distincte peut verser des salaires et des dividendes. Mais n'oubliez pas, dans tous les cas, il faut souscrire à une assurance responsabilité.
très important. Maintenant, parlons de l'incorporation. Pourquoi s'incorporer? Le premier critère est une question de responsabilité. Dans une incorporation, la responsabilité est limitée pour les actionnaires. Donc, les risques de poursuite reliés à la pratique sont limités à la compagnie. C'est la compagnie qui effectue les actes et non pas l'individu. Donc, la responsabilité est limitée à la compagnie, ce qui en fait que les biens personnels des actionnaires sont protégés. La responsabilité des actionnaires est limitée au capital investi pour l'acquisition des actions. Par exemple, si l'investissement initial pour démarrer l'entreprise a été de 10 000 $, seul ce montant est un risque. Vous ne risquez pas de perdre votre maison ou vos REER en cas de poursuite ou en cas de difficultés financières. Sauf, bien entendu, si vous avez donné des garanties personnelles parce que le créancier vous l'a exigé. Alors, à ce moment, les biens personnels qui ont été donnés en garantie ne sont plus protégés. Cela peut arriver lorsque la compagnie a peu de garanties à offrir lors d'un démarrage et que la banque vous l'exige. À ce moment-là, vous devenez plus à risque pour les biens donnés en garantie. Le deuxième critère important, c'est si le revenu net d'entreprise excède vos besoins personnels. Donc, si le professionnel a besoin de tous les profits générés par les activités professionnelles pour ses besoins personnels, ça ne sert à rien de s'incorporer. Pourquoi? On s'incorpore alors pour un individu, plus son revenu personnel est élevé, plus son taux d'impôt augmente, alors que les profits d'une société par action sont imposés à 19 % jusqu'à concurrence de 500 000 par année. L'excédent des revenus sur les besoins personnels peut être imposé à un taux moindre dans une société par action, soit 19 %. Difficile à comprendre? Je vous donne un exemple. Par exemple, si les profits générés sont de 75 000 $ et que vos besoins personnels sont de 50 000, il reste donc un montant excédentaire de 25 000 pour lequel vous voulez préparer votre retraite et faire des placements. Si vous êtes dans une compagnie, on peut faire des placements avec de l'argent après impôt de 19 %. Donc, de votre 25 000, vous payez 4 750 $ d'impôt à 19 %. Il vous reste 20 250 $ disponibles pour faire vos placements. Mais si vous étiez travailleur autonome et non une compagnie, le 25 000 disponible sera imposé à environ 35 % et donc les impôts payables seront de 8 750 $. Il vous restera donc seulement 16 250 $ pour faire des placements. Et donc, vous aurez 4 000 $ de moins dans vos placements. Voilà pourquoi il peut être plus intéressant de s'incorporer si vous n'avez pas besoin de tous les profits générés pour vivre au quotidien et que vous souhaitez faire des investissements pour vos vieux jours. Et donc, les investissements, tels que mentionnés, seront plus importants dans une compagnie. Maintenant, les implications. Les frais légaux et comptables supplémentaires, parce que pour s'incorporer, vous avez besoin d'une charte et d'une bonne planification fiscale. Pour une bonne charte, il faut penser à des frais environ de 1 000 à 1 500 $. Et par la suite, annuellement, les frais seront supérieurs parce que non seulement vous devrez faire votre déclaration d'impôt personnel, mais vous devrez également faire des états financiers et la déclaration d'impôt de la compagnie. Et donc, cela signifie des frais supplémentaires. Il faut donc vous assurer que l'une des trois situations précédentes se présente pour que des économies soient supérieures aux frais supplémentaires. Maintenant, passons à l'inscription au registraire des entreprises. Au Québec, la majorité des entreprises doivent s'immatriculer auprès du registraire des entreprises. Sauf une personne physique exploitant une entreprise individuelle sous un nom qui comprend son prénom et son nom de famille, n'a pas besoin de s'inscrire. Le délai pour s'inscrire, 60 jours suivant le début des activités. La déclaration est annuelle et le paiement se fait via votre déclaration de revenus. Pour une compagnie, on parle de frais annuels de 84 $ et pour un individu de 34 $, indexés annuellement. Par exemple,
si je suis un travailleur autonome et que je fais affaire sous le nom de Clinique Diane Fortin, je n'ai pas besoin de m'inscrire. Mais par contre, si je fais affaire sous le nom de Clinique Diane, je devrais m'inscrire. Maintenant, quelle est la fin d'année que vous devrez choisir et avez-vous un choix? Donc, pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, la fin d'année est obligatoire. Il s'agit du 31 décembre. Sauf si vous faites le choix de la méthode facultative. Par contre, ce choix est complexe et non recommandé. Il vous revient donc comme seule alternative le 31 décembre. En ce qui concerne les sociétés par action, vous pouvez choisir votre fin d'année. Nous préconisons une période de l'année où le volume de vos activités est moins important. Ou encore, si vous voulez faire plaisir à votre comptable, vous choisirez l'été ou l'automne. Et surtout pas l'hiver. Une fois que vous aurez choisi cette fin d'année, à moins de faire une demande de changement auprès des gouvernements, vous conserverez toujours cette même fin d'année. Maintenant, l'inscription à la TPS et TVQ. La massothérapie, orthothérapie, kinésithérapie, naturopathie sont toutes des activités taxables. Ce qui veut dire que si vous avez 30 000 de ventes taxables au cours des 4 derniers trimestres ou du dernier trimestre, vous devrez vous inscrire. Il faut s'inscrire dans le trimestre qui suit le moment où vous avez atteint le 30 000 $. Une fois inscrit, vous aurez le droit de réclamer les taxes payées sur vos achats. Le montant remis au gouvernement est donc du montant de la taxe sur vos ventes, moins les taxes que vous pourrez réclamer sur vos achats. La période de déclaration peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle, selon le montant annuel estimatif de vos ventes taxables. Par exemple, si vous avez moins de 1 500 000 de ventes, votre déclaration est annuelle. Mais vous pouvez faire le choix de faire une déclaration trimestrielle ou mensuelle si cela convient mieux à vos liquidités. Pour le délai de production, il s'agit de 1 mois plus tard après le dernier jour de la période visée, lorsqu'il s'agit de déclarations mensuelles et trimestrielles. Par exemple, si votre trimestre se termine le 30 septembre, vous devrez produire votre déclaration de taxes pour le 30 octobre. Mais si votre déclaration est annuelle, ou plus tard, 3 mois après le dernier jour de la période visée, vous devrez faire votre déclaration. On peut se désinscrire si notre chiffre d'affaires tombe sous les 30 000 $. Mais par contre, il y aura des conséquences financières, car il faudra remettre les taxes préalablement réclamées, calculées sur la valeur des immobilisations. Ce qui devient complexe, je vous invite à ce moment-là d'en parler à votre comptable. Maintenant, la production des déclarations d'impôt sur le revenu. La date limite de production. Donc, si vous êtes une société par action, donc une compagnie, vous devrez produire 6 mois après la fin d'année. Donc, la date limite, 6 mois après votre fin d'année choisie. Et si vous êtes un travailleur autonome, il s'agit du 15 juin. Mais très souvent, nous rencontrons le 30 avril. Même si la loi mentionne vraiment le 15 juin dans les frais, très peu de particuliers qui sont travailleurs autonomes choisiront de faire la déclaration pour le 15 juin. Le 30 avril reste toujours la date souvent choisie. Maintenant, la date limite pour payer les impôts. Donc, même si vous avez 6 mois pour produire votre déclaration, vous devrez payer vos impôts avant ce délai de 6 mois. Donc, au Québec, vous avez un délai de 2 mois après votre fin d'année et au Canada, 3 mois après la fin d'année. Vous devez donc estimer vos impôts et les envoyer avant ce délai de 2 ou 3 mois. Et pour un travailleur autonome, vous devez payer vos impôts le 30 avril, tout comme la date limite de production de votre déclaration d'impôt. En tant que travailleur autonome, vous produirez votre déclaration de revenus sur le formulaire T2125. Donc, il s'agit de l'état des résultats d'une activité d'une entreprise pour un travailleur autonome. Vous avez un guide pour vous aider à cet effet. Il s'agit du guide T40002. Dans ce formulaire, vous devrez y inscrire tous vos revenus et vos dépenses d'entreprise.
Habituellement, les dépenses sont déductibles. Donc, le critère pour qu'une dépense soit déductible, il faut que cette dépense soit faite dans un but de gagner un revenu. Petite exception pour les repas et les frais de représentation qui, eux, sont déductibles à 50 %. Peut-être que les gouvernements ont-ils réalisé qu'il y avait quelques abus dans ce domaine. Ils ont donc réduit à 50 % le montant de déduction de ces dépenses. Vous aurez droit également de réduire les frais d'utilisation de votre résidence principale si vous l'utilisez pour votre entreprise. Pour ce faire, vous devez respecter des conditions. Donc, votre résidence est votre principal lieu d'affaires où votre résidence sert exclusivement à gagner un revenu d'entreprise et utilisée de façon régulière pour rencontrer des clients. En fait, dans ce cas, ça s'appelle un bureau. Mais faites attention, si vous avez déjà un lieu d'affaires et que vous rencontrez vos clients dans ce lieu d'affaires, mais que vous dites avoir un bureau à domicile pour faire votre comptabilité, ceci ne sera pas retenu comme une résidence à des fins d'affaires par le gouvernement parce que vous ne recevez pas de clients à cette adresse. Les dépenses admissibles pour le lieu, une résidence à domicile sont l'électricité, l'intérêt hypothécaire, les impôts fonciers, l'assurance habitation et l'entretien. Les dépenses sont déductibles selon la superficie utilisée par rapport à la superficie totale de la maison, donc soit en pieds carrés ou soit en nombre de pièces. Donc, vous ferez un prorata. Par exemple, si vous utilisez une pièce sur 5, alors 20 % de vos dépenses d'électricité, d'assurance, d'entretien seront déductibles. Sauf si vous avez des dépenses d'entretien qui sont spécifiquement pour votre business, alors là, vous aurez le droit de les déduire à 100 %. Maintenant, les dépenses de véhicules à moteur. Vous devez tenir un registre des déplacements pour affaires versus vos déplacements totaux. Donc, encore une fois, il s'agit d'un prorata. Vous devez conserver tous vos reçus. Quels sont les frais déductibles, les droits d'immatriculation, le permis, l'essence, l'assurance, l'intérêt sur emprunt, entretien et réparation et les frais de location. Par contre, si vous possédez votre propre voiture, vous n'aurez pas de frais de location, mais vous pourrez prendre une déduction pour amortissement. Attention, ici, il ne s'agit pas de conserver uniquement les reçus lorsque vous allez à l'extérieur pour le travail. Il faut conserver tous les reçus. Donc, il faut faire la compilation de toutes les dépenses annuelles et par la suite prorater selon vos déplacements à faire versus vos déplacements totaux. Pour les dépenses de congrès, vous êtes limité à 2 congrès par année. Si possible, Hawaï serait préférable. Si, effectivement, c'est pour affaire. Alors, vous avez dans les prochaines étapes l'état des résultats, donc le formulaire T2125. C'est très petit, mais simplement pour vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Et ce formulaire est disponible dans les déclarations d'impôts et sur les guides des gouvernements. Maintenant, quelles sont les dépenses que vous pouvez déduire et de façon plus détaillée et aussi en fonction de si vous êtes un salarié ou un travailleur autonome. Donc, si vous êtes un salarié, vous remarquez que vous avez droit à beaucoup moins de dépenses. Donc, si on commence avec le téléphone, l'Internet, les télécommunications, si vous êtes un salarié, c'est uniquement pour le pourcentage à faire. Attention, dans le cas d'un salarié, il faut toujours que ce soit exigé par l'employeur. Alors que pour le travailleur autonome, c'est en fonction du pourcentage d'affaires. Pour vos honoraires professionnels, travailleur autonome, déductible. Pour le salarié, ce n'est pas déductible. Donc, les frais pour faire votre déclaration d'impôt ne sont pas déductibles dans votre déclaration d'impôt. Les frais de publicité et de promotion, déductibles pour le travailleur autonome, c'est normal, le salarié, normalement, c'est supposé être le patron qui paie pour ça. Les frais de formation, 100% déductibles pour le travailleur autonome,
non pour le salarié. Par contre, dans votre déclaration d'impôt, vous pouvez avoir droit à certains crédits si le montant dépasse les 100 $. Donc, les frais de bureau et de fourniture, les huiles, les serviettes, etc., 100% déductibles, autant pour le salarié que le travailleur autonome, mais seulement si l'employeur vous l'exige. L'uniforme déductible pour le travailleur autonome, les frais de location d'un local, donc si extérieur du domicile, encore une fois, si exigé par l'employeur, et pour le travailleur autonome en tout temps. Les frais de bureau à domicile selon la superficie, l'électricité, les frais d'entretien ou de réparation autres que le domicile, parce que le domicile, n'oubliez pas, c'est en fonction de la superficie. On continue avec les autres dépenses. Des frais de repas et de représentation, nous en avons discuté, 50% déductibles, mais pour le salarié, une contrainte supplémentaire, vous devez être absent pour une période d'au moins 12 heures. L'assurance vie, l'assurance invalidité, dans les deux cas, c'est non déductible. L'assurance responsabilité, cotisation professionnelle, frais d'intérêt, déductible pour le travailleur autonome. Les frais de déplacement, donc vous vous déplacez en taxi, en train, en autobus, le stationnement, c'est déductible, mais n'oubliez toujours pas qu'il faut que ce soit un déplacement à des fins d'affaires. Les dépenses automobiles, nous en avons déjà discuté, l'amortissement également et les taxes d'affaires également. Donc, c'était une revue un peu plus en détail de tout ce qui pouvait être déductible. Maintenant, les acomptes provisionnels. Vous devez faire des acomptes provisionnels pour tous les types d'entreprises. Les paiements se font de façon périodique et pour les travailleurs autonomes, les dates pour verser des acomptes provisionnels sont les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Normalement, une société par action, les acomptes provisionnels doivent être versés mensuellement, sauf si vous rencontrez certains critères tels que l'assiduité et l'importance des montants. Si les montants sont de moindre importance, vous pourrez être sur une base trimestrielle. Maintenant, les acomptes provisionnels devront être faits si l'impôt net à payer pour l'année en cours ou les 2 années précédentes dépasse les 1 800 $. Les acomptes provisionnels sont basés sur le montant des impôts payés l'année précédente. Donc, à titre d'exemple, si vous avez payé 3 500 $ d'impôts au Québec en 2013, vos acomptes provisionnels pour 2014 seront également de 3 500 $ répartis en 4 versements. Et les intérêts sur les versements des acomptes provisionnels, ils sont coûteux. Donc, devez-vous faire vos acomptes provisionnels? Oui. Je vous dirais, même si vous avez un manque de liquidité, il est préférable d'aller sur la marge de crédit que de se financer avec le gouvernement parce que le gouvernement est le plus coûteux. Donc, les intérêts se font au taux prescrit, mais sont capitalisés mensuellement, donc ça vient très rapidement. Et il y a même un intérêt supplémentaire de 10 % au Québec si le particulier n'a pas versé 75 % des versements demandés. Prochaine chose à discuter avec vous, la conservation des registres. La règle générale, on doit conserver tous les registres et pièces justificatives au moins 6 ans après la fin d'année à laquelle ils se rapportent. En cas de production des déclarations en retard, le délai commence à la date que vous avez soumis votre déclaration. En cas de cessation des activités, il faut conserver les documents pendant une période de 6 ans après le jour de la cessation des activités. Attention, en tout temps, il faut conserver des registres permanents, tels que les procès-verbaux, les contrats d'achat d'immeubles, les factures de rénovation majeure. Et je fais une parenthèse pour vous dire que vous devriez garder en tout temps toutes les factures relatives à votre résidence principale. Parce que nous, les comptables, honnêtement, nous savons régulièrement à travailler avec la vente d'entreprise, à la vente d'une résidence principale et les gens n'ont pas conservé leurs factures se disant que c'était exempté d'impôts, mais ne sachant pas qu'un jour ils allaient acheter un chalet. Donc, lorsqu'on a un chalet et une résidence, un seul est exempté de l'impôt, l'autre ne l'est pas.
et donc on a besoin de factures. Donc, je me permettais cette petite parenthèse sûrement bien pratique. Et nous sommes arrivés à la période de questions. Donc, je vois ici qu'on a déjà quelques questions avancées. Je vais en profiter pour vous introduire ma collègue Karine Champagne qui sera avec moi pour répondre les questions. En fait, Karine a des compétences qui me complètent, donc soit Karine, soit moi, on pourra répondre à vos questions. Donc, on a une première question ici de Amélie qui nous demande qu'est-ce que les impôts fonciers? Bien, les impôts fonciers, c'est en fait la taxe municipale et la taxe scolaire là, sur votre résidence. Donc, si vous avez une résidence principale et que vous faites affaire dans votre résidence, nous mentionnions que vous aviez droit à une déduction en fonction du pourcentage de superficie que vous occupez à des fins affaires sur le pourcentage total et donc vous aurez droit à réclamer une portion de votre taxe municipale et scolaire. Après ça, on a Audrey qui nous demande si je fais mon lavage chez moi, mais que ma clinique est à l'extérieur de mon domicile. Est-ce que je peux mettre une dépense de mon électricité puisque j'utilise ma sécheuse? La question, quand on se pose toujours des questions, Audrey, de cette façon-là, il faut toujours revenir à la base. Est-ce que cette dépense est dans le but de gagner un revenu? Donc, est-ce que quand vous utilisez votre sécheuse et votre laveuse pour faire votre lavage, est-ce que c'est dans le but de gagner un revenu? Bien sûr, c'est dans le but de gagner un revenu parce que vous avez besoin de ce lavage-là pour opérer votre clinique. Donc oui, Audrey, vous avez droit de déduire vos dépenses d'électricité. Maintenant, le casse-tête est peut-être de voir quelle est la proportion que vous pourrez utiliser. Quand c'est raisonnable, je pense que ça peut toujours être acceptable. En fait, je vous dis quelque chose à toujours faire attention. Un conseil pratique qui est toujours très intéressant, c'est allez-y toujours dans des façons raisonnables et faites toujours vous-même une estimation parce que si, par exemple, vous dites que votre électricité est de l'ordre de, je sais pas, de 10 % le gouvernement pourra l'accepter. Mais si, par exemple, vous ne faites pas de prorata et que vous dites mon électricité, je la prends en 100 %, le gouvernement, quand il va arriver, il risque de complètement vous enlever 0 % d'électricité. Alors, quand on fait nous-mêmes une estimation et que cette estimation est raisonnable, on a beaucoup plus de chances que le gouvernement accepte notre estimation. Qu'est-ce que les frais de représentation déductibles à 50 %? Donc, c'est une question de Josiane. Par exemple, Josiane, si vous amenez des clients au hockey, si vous amenez des clients dans un cocktail de la chambre de commerce, vous payez des billets pour eux. Donc, tous ces frais de représentation sont déductibles à 50 %. Donc, un frais de représentation, c'est quand on va représenter notre entreprise pour aller trouver des clients supplémentaires. Donc, ça peut être au restaurant, ça peut être tel que mentionné au hockey ou n'importe quel cocktail bénéfice, c'est déductible à 50 %. On a Josiane qui nous dit ici l'uniforme déductible à 100 %. On m'avait déjà dit que si j'ai seulement un pantalon, un t-shirt noir, ce n'était pas déductible. Est-ce exact? Josiane, il faut faire attention parce que le pantalon et le t-shirt noir, si vous pouvez le mettre en tout temps et que ça ne vous identifie pas comme étant, par exemple, votre clinique, eh bien, c'est un vêtement normal et non pas un sarrau ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, il n'est pas déductible. Mais si, par exemple, vous faisiez faire un t-shirt, votre même t-shirt noir, aurait le logo de votre clinique et donc ça pourrait devenir un uniforme à ce moment-là. Alors, je vous dirais que votre t-shirt noir deviendrait déductible à ce moment-là. Mais quand on parle d'uniforme, là, on pense plus à un sarrau ou quelque chose que vous ne metteriez pas le vendredi soir, par exemple. Amélie nous pose une bonne question. Je vais demander à Karine de vérifier parce que les frais d'intérêt à la page 23
sont les intérêts de l'hypothèque. Donc, il faudrait vérifier. Donc, je ne sais pas, la page 23, Karine vérifie, mais entre-temps, je peux quand même vous parler des frais d'intérêt. Donc, s'il s'agit des frais d'intérêt hypothécaires, là, à ce moment-là, il faut faire attention parce que c'est au pourcentage de l'utilisation de la résidence principale. Par contre, s'il s'agit des frais d'intérêt sur un emprunt que vous avez fait pour démarrer votre entreprise, donc au départ, vous aviez besoin de 20 000 d'équipement, vous avez acheté pour votre 20 000 a été emprunté à la banque, vous avez fait un emprunt de 15 000 donc le plein montant de 15 000 sert à faire fonctionner votre entreprise et donc 100% de ces intérêts seront déductibles. Donc, Amélie, j'espère avoir répondu à vos questions en prenant les frais d'intérêt de part et d'autre. Maintenant, nous avons Fiona qui nous dit s'il serait possible d'avoir le PowerPoint par courriel. Oui, la réponse, Étienne, sûrement qu'Étienne pourra s'occuper de ça, là, mais bon, attendez, je pense qu'on a déjà répondu que ça sera disponible dans les prochains jours. Donc, merci Karine pour cette précision. Donc, si on continue maintenant avec les questions, excusez-moi, j'y reviens. Bon, qu'est-ce qu'on entend par transport pour affaires? En tant que travailleur autonome, aller à nos endroits de pratique, est-ce un transport d'affaires? Si je dois utiliser un transporteur pour l'autoroute 25, est-ce déductible? Donc, Josiane, la question est très intéressante. Quand je me déplace, est-ce que c'est déductible? La question de savoir quand je pars de chez moi pour me rendre à mon travail ou à mon lieu d'affaires, ça, c'est considéré comme un déplacement personnel. Tout comme un employé, quand il se déplace de chez lui pour se rendre à son travail, il n'a pas le droit de déduire ses déplacements. Donc, le travailleur autonome n'aura pas plus le droit. Donc, de chez soi à sa place d'affaires, c'est un non déductible. Par contre, si je me déplace pour faire mes achats, pour aller acheter mes huiles, pour aller à un show dans lequel je vais voir toutes les nouveautés, si je me déplace pour aller à une formation, aller rencontrer mon comptable, donc ce sont tous des déplacements par affaire et donc ça sera déductible. Maintenant, nous avons Sophie qui nous demande qu'est-ce que les acomptes provisionnels. Bon, en fait, quand on est travailleur autonome, on n'a pas de montants qui sont pris à la source à chaque semaine sur notre salaire et donc nos impôts ne sont pas payés. Donc, si par exemple, vous arrivez à la fin de l'année que vous avez fait un profit de 30 000 et que vous n'avez pas fait aucun acompte provisionnel durant l'année, vous aurez des impôts importants à payer. Et le gouvernement ne veut pas être votre banque. Ce que ça signifie, c'est que le gouvernement veut recevoir les montants des impôts de façon régulière. Donc, à ce moment-là, on est obligé de verser d'avance les montants des impôts que l'on estime. Donc, tel que je vous mentionnais tout à l'heure, si en 2013, vous avez payé 3 500 d'impôts lorsque vous avez fait votre déclaration d'impôts à la fin de l'année, bien normalement, à la fin de l'année, pas à la fin de l'année, mais en 2014, vous aurez ce même 3 500 à payer d'avance à chaque trimestre. Et donc, quand vous ferez votre rapport d'impôt à la fin de l'année, si votre année 2014 est semblable à 2013, eh bien, vous aurez 3 500 d'impôts, moins le 3 500 envoyé déjà d'avance durant l'année et vous aurez un solde nul à la fin de l'année. Maintenant, Jessica me demande si je m'inscris seulement aux taxes à la deuxième année de mon entreprise, pourrais-je récupérer les taxes des produits et les taxes de mon local de la première année. Donc, la question est intéressante et un peu complexe, mais je vais y résumer rapidement. En fait, vous n'aurez pas le droit de récupérer les taxes sur tous vos achats, les achats routiniers de la première année. Dans le sens que la première année, vous ne réclamiez pas vous ne chargiez pas de taxes sur vos revenus, donc vous n'avez pas le droit de récupérer de taxes sur vos achats. Par contre, si vous avez acheté des équipements permanents
Donc, vous avez acheté des chaises de massage, des gros équipements qui, eux, ont une durée plus longue. Donc, on ne parle pas ici de dépenses de nature courante, mais bien de dépenses en capital. Donc, vous pourrez récupérer les taxes sur la valeur de vos équipements au moment où vous allez vous inscrire. Pierre nous demande travailleur autonome versus incorporé sur un revenu annuel net de 40 000 $. Alors, Pierre, j'imagine que sur le revenu net de 40 000 $, vous devez par la suite vous payer un salaire pour payer votre épicerie, votre logement et tout et tout. Donc, du montant de 40 000, il ne vous reste certainement pas 40 000 pour faire déplacement. Donc, pour savoir si ça vaut la peine de s'incorporer ou pas, on a souvent une règle du pouce qu'on appelle très rapide. Vous devez avoir au moins autour de 20 000 $ que vous n'avez pas besoin pour vivre, pour faire déplacement. Donc, à partir de 20 000 $ annuellement, on peut commencer à penser à s'incorporer. Ça peut devenir intéressant à cause de tous les frais supplémentaires que je vous mentionnais tout à l'heure. Ça prend environ 20 000 $ d'excédent sur le train de vie quotidien annuellement. Maintenant, on a Sarah Maud qui nous demande « Je suis une jeune massothérapeute et je viens de commencer comme travailleur autonome. Dois-je déclarer? » Sarah Maud, j'espère bien comprendre votre question. En fait, déclarer, j'imagine, au niveau du revenu. Donc, évidemment, tout travailleur autonome doit déclarer ses revenus sur une base annuelle. Donc, vous devez faire votre comptabilité des revenus et des dépenses et donc faire le formulaire T2125 là, lorsque vous ferez votre déclaration d'impôt après le 31 décembre, mais avant le 30 avril. Vous devez donc le faire au niveau des impôts. Par contre, si vous parlez du registraire des entreprises, mais encore une fois, la règle, c'est quel est le nom de votre clinique. Donc, si votre clinique s'appelle Sarah Maud et votre nom de famille, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire au registraire. Sinon, vous devrez le faire et vous avez 60 jours après le début de votre début des affaires. Diane nous demande de remettre la deuxième page qui explique les dépenses. Donc, on peut aller la mettre. On va faire ça pendant que je vais continuer. Donc, Diane, si vous avez des explications ou des questions sur cette deuxième page, je vous invite à les faire. Maintenant, Valérie, bonjour. Si je perçois les taxes, mais mon montant annuel ne dépasse pas 30 000 $, est-ce que je dois reverser les taxes? En fait, à partir du moment que vous percevez les taxes, vous devez toujours les remettre. Donc, même si vous êtes en bas de 30 000 $ annuellement et que vous avez fait le choix de vous inscrire aux taxes, vous devez les remettre parce que ces taxes appartiennent au gouvernement à partir du moment que vous les chargez à votre client, vous devez absolument les remettre au gouvernement. Net des taxes sur les achats, évidemment. Sophie nous demande si je me déplace chez les clients avec mon entreprise et que je pratique à la maison également. Est-ce que je peux déduire les coûts de mon domicile, même si ce n'est pas mon lieu de pratique principal? Donc, ce n'est pas votre lieu de pratique principal, mais vous recevez des clients. Donc, à partir du moment que vous recevez des clients, vous devez nécessairement avoir un local pour les recevoir. Donc, vous pourrez réclamer là, en fonction de la superficie de votre local sur la superficie totale de la maison. Donc, sans problème. Karine, pour s'inscrire au registraire des entreprises, comment peut-on rechercher si le nom que l'on veut utiliser est déjà pris? Et où s'inscrit-on? C'est une bonne question, plutôt d'ordre légal. Désolée, Karine,
J'imagine que sur le site du registraire, vous pourrez le faire, mais vraiment désolée, j'avoue que nous, on demande toujours à une équipe pour ça au bureau, le dédié à ça, donc je n'ai pas cette expertise. Karine, si vous vouliez envoyer par contre un email ou un courriel à mon réseau plus, il me fera plaisir d'y répondre. Là. Notre équipe technique de ça vous répondra. Diane, pour ce qui est de conserver les documents des registres, réparations, etc., c'est vraiment à la vie. Donc, toutes les factures qui ne sont pas de façon permanente, donc on ne parle pas d'immeubles, de rénovation majeure, mais juste l'entretien quotidien, alors on parle de 6 ans. Maude, pour la TPS et la TVQ, est-ce que le 30 000, c'est avant le calcul des dépenses avec le salaire et après avoir... Non. En fait, le calcul, c'est vos revenus bruts, Maude. Donc, est-ce que, à partir du moment que vous avez 30 000 de revenus auprès de vos clients, vous êtes obligé de vous inscrire à la taxe dans le trimestre qui suit? Karine nous demande, est-ce que les frais annuels sont de 34 les frais annuels sont de 34 Quels sont les frais d'ouverture du dossier? Donc, je vais demander à mon amie Karine. Bon, on va vous répondre également par courriel. Je sais que pour une incorporation, c'est différent, là, mais pour un individu, c'est dans votre déclaration d'impôt. Et nous vous répondrons par courriel, Karine. Donc, la première année, il n'y a pas de frais de 34 mais après, c'est 34 annuellement. Sophie nous demande, est-ce que je peux mettre aux impôts comme déductible une participation à un événement style relais pour la vie? Sophie, si ma mémoire est bonne, quand on va au relais pour la vie, on nous donne un reçu pour don de charité. Donc, le reçu pour don de charité va dans votre déclaration d'impôt comme on vous donne un crédit à ce moment-là. Si vous êtes incorporé, vous pouvez mettre votre don aussi dans votre déclaration d'impôt de compagnie. Si par contre la portion qui ne serait pas couverte par le don de charité, donc d'autres dépenses en lien avec le relais pour la vie, écoutez, c'est une zone grise. Si vous pensez que vous avez que c'est en même temps pour vous, c'est une activité de représentation, parce que je sais que dans certains relais pour la vie, il y a du massage sur chaise ou des choses comme ça. Donc, si pour vous, c'est en même temps une activité de représentation, alors là, c'est sûr que les dépenses peuvent être déductibles. La portion de don de charité, c'est sûr également. Pour l'excédent, je vous dirais zone grise. Ça dépend comment vous aimez le risque. Si vous êtes prête à risquer, vous pouvez le demander, mais ça dépend tout le temps du cotiseur que vous pourrez rencontrer là, qui déterminera si oui ou non c'est acceptable, mais j'avoue que c'est un peu plus embêtant. Amélie nous demande, si nous effectuons des dons à des organismes de bienfaisance, quelle portion est admissible? En fait, tous les dons sont admissibles. Les dons sont déductibles dans votre déclaration de revenus personnels. Donc, que vous êtes travailleur autonome ou salarié, c'est la même chose. Et sur les premiers 200 de dons, vous avez un crédit total de 32,5 % et sur les dons au-delà de 200 48,2 %. Merci, Karine, de cette information. Après, nous avons Céline qui nous demande, les frais de représentation sont-ils seulement pour des sorties ou peut être aussi pour des cadeaux comme des fleurs, cas de décès, des choses comme ça. Donc, les fleurs en cas de décès, c'est déductible à 100 %, il n'y a pas de problème. Même je vous dirais que ça peut s'appeler des fournitures, c'est pas nécessairement des frais de représentation, donc vous n'avez pas de problème à déduire ça à 100 %. Sophie nous demande si je prends un régime d'accès à la propriété pour... Non, vous voulez... Si je prends... me faire partir en avant, puis je le mettre comme revenu. Si je prends pour payer mes études.
Bon, alors Sophie, on vous revient avec, j'ai de la difficulté pour me partir d'affaires, puis je vais mettre comme revenu. J'ai de la difficulté à comprendre votre question parce que en fait, si vous voulez, si vous utilisez un régime, par exemple, vous voulez faire un emprunt dans votre REER, ce qui se faisait autrefois pour partir en affaires. Maintenant, c'est très limité, ça prend des critères très, très sévères, donc je vous dirais que ça, c'est limité. Par contre, si vous voulez mentionner que vous voulez faire le retrait d'un REER pour vous partir en affaires, donc à ce moment-là, le retrait d'un REER sera toujours un revenu. Maintenant, Nancy nous demande, est-ce que je dois m'inscrire en tant que compagnie si je fais des massages à l'occasion chez moi ou massages sur chaise en entreprise? Dois-je être limité comme entreprise? En fait, je comprends, Nancy, qu'il vous arrive de faire des massages à l'occasion. Maintenant, est-ce que vous voulez vous inscrire en tant que compagnie? Donc, la réponse serait non, parce que si vous le faites à l'occasion, donc vous serez un travailleur autonome, donc ça ne justifie pas une incorporation dans ce cas-ci. Donc, si, comme tel que mentionné, si vous ne dépassez pas le 20 000 d'excédent pour placement, ça ne vaut pas la peine de vous incorporer. Donc, Nancy, vous serez travailleur autonome et tout revenu d'un travailleur autonome doit être déclaré dans la déclaration de revenus du particulier. Annie nous demande si je suis salariée 21 heures semaine et travailleuse autonome 25 heures. Est-ce que le premier dollar gagné pour mon entreprise est imposable automatiquement? Oui, Annie, parce que avec votre salaire de 21 heures semaine, vous avez déjà un certain montant de salaire annuel. Donc, de ce montant, vous avez droit à des crédits personnels. Mais même à 21 heures semaine, vous payez déjà de l'impôt. Et donc, le 25 heures en tant que travailleur autonome viendra s'ajouter à votre salaire. Et donc, vous aurez un taux d'imposition à ce moment-là qui sera certainement au moins autour de 30-35 % certainement. Nous avons Cynthia qui nous demande, puis-je déduire mes frais de transport pour ma formation, une soirée par semaine? Si votre formation est en lien avec la massothérapie, votre entreprise, pas de problème, c'est toujours dans le but de gagner un revenu et donc déductible. Caroline nous demande, le déplacement en kilométrage pour aller au local de massothérapie, est-ce déductible? Donc, si vous partez de chez vous pour vous rendre au local, non, ça ne sera pas déductible à ce moment-là. Mais si vous parlez, par exemple, que vous êtes à votre entreprise ou vous êtes chez vous et vous voulez venir au local, par exemple, à votre association ici à Drummondville, bien là, ça sera un déplacement pour affaires. Et donc, oui, vous aurez le droit à votre déduction. Bon. Alors, si je fais des... Nous attendez, là, ça on a déjà répondu, Karine. Nous allons essayer de nous retrouver. Amélie nous demande, est-ce plus avantageux d'entrer nos frais de scolarité dans les dépenses d'entreprise ou dans notre crédit d'impôt d'éducation? Donc, Karine me dit que le crédit d'impôt d'éducation est plus avantageux. Bon. Noémie nous demande pour les déplacements. Je fais mes traitements chez moi. J'aide actuellement un collègue qui est en arrêt de maladie. Je traite ses patients. Donc, vous n'avez pas de déplacement, Noémie, si vous êtes chez vous. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas déduire. Là, en fait, on ne peut pas se créer de dépenses pour laquelle on ne se déplace pas vraiment. Ah, pardon, là, je vois la fin de votre question. Quand je me déplace chez lui pour faire des traitements, est-ce que cela est déductible ou cela rentre dans les déplacements vers un lieu de travail?
La question est bonne. C'est une zone grise. Je vous dirais que oui, c'est déductible parce que ce n'est pas votre lieu habituel de travail. Normalement, vous auriez déjà un bureau et donc vous vous déplacez pour votre bureau. Ça, c'est non déductible. Mais après, vu que vous allez à un nouvel endroit, je vous dirais que oui, c'est déductible. Par contre, partir de chez vous vers ce nouvel endroit, ça peut être embêtant de dire c'est une zone grise. Bon, alors, il nous reste encore du temps pour une ou deux questions. Donc, Pierre nous demande, ordinateur doit-il être amorti sur 3 ans ou admissible à 100% vu la rapidité du changement de la technologie? En fait, tous les équipements informatiques comme ça doivent aller sur ce qu'on appelle un annexe 8 et on prend un amortissement. Donc, le taux d'amortissement qui est permis par les gouvernements varie d'année en année. Actuellement, si je me trompe pas, les équipements informatiques sont dans la catégorie 50, donc il y a un amortissement accéléré autour de 30% qui est dégressif, mais à chaque année, il faut suivre là, la catégorie fiscale. Donc, on ne peut pas choisir de prendre la période que l'on veut en fonction de sa durée de vie que nous allons donner en informatique, mais ce sont des règles fiscales. Donc, je vous dis de peut-être retourner à votre comptable. Parce que, en fait, Karine me montre que c'est rendu la catégorie 45 à 45%. Donc, ça varie à chaque année. Il faut vraiment le mentionner à votre comptable. Est-ce que les commandites peuvent être déduites? Une commandite, si elle est faite dans le but de vous faire connaître, donc c'est une sorte de publicité, oui, vous pouvez le déduire. Alors, je vois qu'il est présentement 13 heures. C'est tout le temps que nous avions d'allouer. Je dois malheureusement vous quitter. Si vous avez apprécié le webinaire, j'en suis ravie. Si vous avez manqué de temps pour vos questions, eh bien, vous le mentionnerez à votre association. Peut-être aurons-nous l'occasion de se reprendre dans un autre webinaire. Je fais ma petite vente ici. Et si vous avez des questions par la suite que vous aimeriez avoir plus d'informations ou profiter de notre expertise à ce niveau-là, bien, vous pourrez contacter votre association et ils nous mettront en contact avec vous. Alors, je vous remercie tous de votre participation. Au nom de Jonathan, Étienne, de Mon Réseau Plus et de FBL, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et merci encore de votre participation.